Bonjour à tous. Dans le chapitre 26, dénombrement, nous allons étudier enfin la définition d'un cardinal, même si on en a déjà parlé plusieurs fois, voir certaines formules pour le cardinal, et enfin ce qu'on appelle les nombres d'arrangements et le nombre de combinaisons à partir d'un ensemble fini. Tout d'abord, la définition d'un cardinal. Alors, on dit qu'un ensemble est fini lorsqu'en fait, on est capable de le mettre en bijection avec un ensemble de la forme 1n. Autrement dit, en fait, on donne un numéro à chacun des éléments qui sont dans l'ensemble A, et c'est cette façon de numéroter, celui-là c'est le 1, celui-là c'est le 2, celui-là c'est le 12, qui permet de fabriquer la bijection. Ce qu'on appelle le cardinal, c'est cet entier petit n. Parce qu'en fait, on est capable de démontrer que cet entier est unique. On le note, cardinal de A, cardinal de A, cardinal de A. Lorsque l'ensemble est infini, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas fini, on dit que son cardinal vaut plus l'infini. Alors, une formule qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, c'est combien est-ce qu'il y a d'éléments dans cet ensemble? Quand est-ce qu'on s'en est servi? Quand on faisait des sommes. On voulait savoir combien il y avait d'éléments dans la somme. Faire une somme pour k allant de n à m, c'est bien compter combien est-ce qu'il y a d'éléments dans cet ensemble nm. Et bien en fait, grâce à la fonction qui a k associe k moins n plus 1, on fabrique une bijection, je vous laisse démontrer que c'est une bijection, de l'ensemble nm dans l'ensemble 1 n moins n plus 1. Et donc, par définition du cardinal, eh bien cet ensemble est un ensemble fini et son cardinal c'est m moins n plus 1. Résultat qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Alors je vous rassure, pour trouver des formules pour le cardinal ou pour démontrer certaines propriétés du cardinal, on ne reviendra pas à chaque fois sur la bijection. Passons à la démonstration du théorème 1, qui vous dit que si E est un ensemble fini et s'il existe une bijection de E dans F, alors F est aussi un ensemble fini et en plus, ces deux ensembles ont le même cardinal. Et on démontrera également que si E et F ont le même cardinal fini, alors il existe une bijection entre ces deux ensembles. Donc pour le premier point, on suppose que E est un ensemble fini, on note petit n son cardinal, donc il existe une bijection, on l'appelle F, de E dans 1 sur n. Et puis par hypothèse, il existe une bijection entre E et F, je la note G. Par composé d'application bijective, F-1 rond G, j'ai bien le droit de le composer puisque l'ensemble d'arrivée de F-1, c'est E, c'est inclus dans l'ensemble de départ de G. F-1 rond G est une bijection de F dans 1 sur n. Donc si on revient à la définition du cardinal, F est bien un ensemble fini, et son cardinal c'est n, qui est bien le même que le cardinal de E. Dans le deuxième point, on suppose que E et F ont le même cardinal, on l'appelle petit n. Puisque F est de cardinal n et E aussi, il existe deux bijections, que j'ai appelées F et G, une de E dans 1 sur n et l'autre de F dans 1 sur n. En composant F rond G moins 1, de nouveau j'ai le droit de les composer, j'obtiens bien une bijection de E dans F. On passe au théorème 2 qui porte sur les parties d'un ensemble fini. On va démontrer que si E est un ensemble fini, alors toute partie de E est également un ensemble fini et son cardinal est inférieur ou égal à celui de E. Et si jamais ils ont le même cardinal, alors c'est qu'en fait c'était le même ensemble. Donc dans le premier cas, on note petit n le cardinal de E, on sait donc que ça veut dire, là c'est un T, qu'il existe une bijection entre E et 1 sur n. Pour montrer que F est un ensemble fini, on va devoir fabriquer une bijection de F dans une partie de grand N. Alors on prend la restriction de la bijection qui était définie sur grand E. Donc je vous rappelle, on le note comme ça, F restreint à grand F, ça veut dire au départ de cette fonction-là, il y a l'ensemble grand F. Donc, en particulier, à l'arrivée, il y a également une partie de 1n. Donc, cette application f restreinte à grand F, c'est une bijection de grand F dans une partie de 1n. Par exemple, c'est une bijection de f dans 1p. Mais peut-être, ça peut aussi être une bijection de f dans 3n-1. Donc, à l'arrivée, ça commence pas forcément par 1. Mais c'est pas grave, quitte à changer les numéros, à renuméroter si vous voulez, ou à faire une autre bijection encore, cette sous-partie de 1n, qui est peut-être de la forme mp, eh bien on peut la rendre de la forme 1p, avec p qui va être inférieur ou égal à n. Donc, dans tous les cas, f est bien le cardinal fini, et son cardinal est inférieur ou égal à celui de E. Dans le deuxième point, on raisonne par double implication.
Premièrement, si E est égal à F, eh ben oui, le cardinal de E est égal au cardinal de F. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt dans l'autre sens. F est automatiquement inclus dans E, c'était dans les hypothèses, donc nous on veut l'inclusion dans l'autre sens. Par l'absurde, on va supposer qu'il existe un élément de E qui n'est pas dans F. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans F, il y a strictement moins d'éléments que dans E. Et ça c'est absurde puisque justement par hypothèse, on avait supposé qu'ils avaient les mêmes cardinaux. Donc E est inclus dans F, et par double inclusion, vous avez bien l'égalité. Quel est l'intérêt de ce résultat? Juste, au lieu de montrer une double inclusion, on pourra montrer une inclusion et une égalité des cardinaux. Ça vous rappelle un peu des choses sur la dimension, non? Mais vous faites très attention, un ensemble fini n'est pas un espace vectoriel, parce que ça doit être stable par combinaison linéaire, donc il y a autant d'éléments normalement qu'on veut dedans, sauf bien sûr si c'est l'espace vectoriel qui n'a que 0. Mais là, c'est pas très intéressant. Donc il y a quand même des propriétés communes, mais ce n'est pas du tout le même genre d'objet mathématique.